une enveloppe non ouverte, un héritage disparu et une vérité enfouie dans la poussière. Bienvenue sur Vérités Obscures, je suis votre hôte Louis. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez ce soir. Vos mots donnent toujours vie à ces mystères. Découvrons-les ensemble. C'était un de ces après-midi d'été qui semblaient appartenir à une époque révolue et plus douce. Le soleil rachetait la pelouse du presbytère, et le bourdonnement des abeilles était presque noyé par les rires des enfants sages et le bruissement des crinolines des dames qui naviguaient entre les tables à tréteaux chargés de génoises, de filets de citron et de tartelettes à la confiture. La fête annuelle du jardin de Saint-Marie Mead, organisée dans le jardin du curé au profit du fonds pour le toit de l'église, était une tradition très appréciée. C'était le genre d'événement où peu de choses changeaient d'une année à l'autre, sauf que cette année, bien sûr, quelque chose de très important s'était produit. Miss Jane Marple était assise tranquillement sous une ombrelle rayée, son aiguille vacillant doucement dans un morceau de tricot bleu pâle. Elle était assise juste assez près pour entendre les conversations qui s'enchaînent, mais suffisamment loin pour passer inaperçue de ceux qui la prenaient pour une gentille dame âgée à l'écoute des ragots du village. Ses yeux pâles, perspicaces et observateurs, se tournèrent vers la table du concours de gâteaux, où Madame Sylvia Shillingford était engagée dans une pas si subtile guerre avec Madame Hartnell pour savoir quelle éponge Victoria remportait le ruban. La femme du vicaire ne gagne jamais, croyez-moi, murmura le vieux colonel Faraday à voix basse en mâchant un biscuit qu'il détestait visiblement. Shillingford a le WI dans sa poche. Miss Marple s'autorisa un léger sourire. À ce moment-là, une légère excitation attira l'attention vers la table de tombola. La jeune Kitty Cartwright, tout en ruban et taches de rousseur, s'élança vers la foule, la main levée. Monsieur Denain est entré dans l'atelier de rempotage et ne veut plus en sortir. Je crois qu'il dort ou qu'il est malade. Ces mots tranchèrent le doux bourdonnement de la fête comme une lame tranchante. Les aiguilles de Miss Marple s'immobilisèrent au milieu de la boucle. La mère de Kitty, pâle et brouillée, se précipita vers sa fille, tandis que d'autres commençaient à se diriger vers l'atelier de rempotage, point le diable une vieille bâtisse en briques, à l'écart du jardin, partiellement recouverte de lierre grimpant, se tenait à l'écart des rires et de la gaieté. Miss Marple se leva lentement et suivit le flot des villageois inquiets. Lorsqu'elle atteignit la remise, le silence s'était installé. Quelqu'un était déjà allé chercher le médecin. Plusieurs personnes se pressaient autour de la porte, murmurant avec inquiétude. À l'intérieur, affalé contre le bord d'une brouette renversée, se trouvait M. Andrew Denain, un nouveau venu à Saint-Marie-Mead. Il vivait à Hillside Cottage depuis un peu moins de 4 mois, un homme calme et réservé, aux manières d'Oxford et au goût prononcé pour le jardinage. Ses yeux étaient grands ouverts, sa cravate de travers, et une enveloppe fragile, vieillie et craquante, tenait fermement dans une main, même dans la mort. Miss Marple n'eut pas besoin de se pencher pour le savoir. Andrew Denain était bel et bien mort. La fête se poursuivit, malgré une certaine gaieté, et bientôt, un agent fut appelé et les villageois commencèrent leurs spéculations, leurs théories et leurs soupçons. Mais Miss Marple, debout juste au bord de la porte encadrée de lierre, contemplait l'enveloppe avec une expression où la curiosité se mêlait à quelque chose de plus profond, une méfiance discrète. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait un homme mourir en tenant quelque chose destiné à rester caché. Et ce ne serait pas la dernière. Le lendemain de la fête du jardin, le soleil se leva avec une sérénité trompeuse. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres soignées et bordées de dentelles de Saint-Marie-Mead, baignant les parterres de fleurs d'une lumière dorée et projetant un doux scintillement sur l'herbe trompée de rosée. Le village, avec ses maisons blanchies à la chaux et ses errantes, paraissait plus paisible que jamais. Mais derrière les rideaux tirés et les fenêtres discrètes du salon, les langues se délient et les tasses de thé tiennent nerveusement dans les soucoupes. À 10 heures, l'air de la grande rue était chargé de spéculations. Chez le primeur, Madame Tilling raconta la scène choquante à un auditoire de 2 clients captifs, parvenant à chaque récit à se rapprocher davantage de l'événement.
Je n'étais qu'à quelques pas de la remise à rempotage, déclara-t-elle, alors qu'en réalité elle était occupée à cueillir des prunes. Il avait l'air affreux. Et cette enveloppe est quelque chose d'important, j'en suis sûr. Sa main ne la lâchait pas, le pauvre. À la poste, Mademoiselle Oren, les lèvres fines et toujours à l'affût du spectaculaire, livra sa version en murmurant. C'était du poison. J'entendis le médecin le murmurer. De la digitale ou quelque chose de sinistre. Il se tenait la poitrine comme s'il avait été frappé. Ce n'est pas naturel, pas du tout. J'ai entendu dire qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être, intervint M. Kaltor, qui avait rarement des informations de première main mais aimait s'immiscer dans les affaires du village. Il disait qu'il avait été professeur, mais qu'il n'avait jamais reçu de lettre. Pas une seule fois. Bizarre, ça. Demandez à Doris au bureau de poste. Doris, qui venait d'arriver pour trier la livraison de la matinée, haussa légèrement les épaules. Il en recevait quelques-unes, mais surtout des factures, d'après ce que j'ai vu. Et celle de la semaine dernière avait l'air étrange, vraiment. Poste aérien. Bleu pâle. Il la prit, et je jure que son visage changea. De l'autre côté de la place du village, dans un salon confortablement encombré, légèrement parfumé à la lavande et à la cire d'abeille, Miss Marple était assise avec son thé du matin, son tricot soigneusement posé sur ses genoux. Elle écoutait avec une attention silencieuse sa femme de chambre, la fiable et légèrement théâtrale Florence, lui rapporter les derniers potins apportés avec le lait et le journal. On dit que c'est un meurtre, Miss Marple. Ce pauvre M. Denain ne s'est pas effondré comme ça. Oh non. Certains disent que c'était délibéré. Peut-être du poison dans son thé ou sur ses gants de jardinage. Miss Marple hocha la tête, l'expression indéchiffrable. On trouve toujours plus facile de croire au poison qu'à un cœur qui lâche. Mais M. Denain n'était pas très vieux. N'est-ce pas? 50 ans, peut-être. Ou pas tout à fait. Resté secret, cependant. Trop secret, pensèrent certains. Et cette enveloppe, Florence baissa la voix, on dit qu'elle était enfermée dans sa main, comme si elle comptait plus que sa vie. Miss Marple sirota son thé pensivement. Vous savez, Florence, au fil des ans, j'ai souvent constaté que ce à quoi on s'accroche le plus au moment de la mort en dit long, mais pas toujours comme on l'imagine. La police était passée et repartie ce matin-là, sa présence formelle mais sans inspiration. L'inspecteur Craddock, un visage familier et compétent, avait pris les choses en main, quoique avec moins d'enthousiasme que d'habitude. Il s'était habitué au spectacle de village, et un homme qui s'effondre dans un hangar à rempotage, même avec une enveloppe suspecte, ne faisait pas immédiatement penser à un acte criminel. J'ose dire que c'est une cause naturelle, avait-il dit au vicaire d'un ton plutôt superficiel. Nous ferons l'autopsie, bien sûr. Routine, mais aucun signe de lutte. Pas d'effraction. Peut-être une crise d'épilepsie ou une faiblesse cardiaque. Pourtant, Miss Marple était perplexe. Elle avait vu trop d'hommes apparemment discrets arriver dans de petits villages, les secrets plus serrés que leurs bagages. Et elle avait suffisamment entendu parler de la fête pour savoir que Andrew Denain, malgré ses aimables conseils de jardinage et sa douceur, n'avait jamais vraiment été à sa place. Pendant ce temps, le village continuait son lent bouillonnement de théories. À l'auberge, The Lamb and Crown, M. Pritchard était à mi-chemin lorsqu'il annonça à un cercle de clients acquiescent Denain était un homme qui avait quelque chose à cacher. Croyez-moi, aucun homme fortuné ne se retire tôt pour planter des roses, sauf pour esquiver quelque chose. Les théories abondent, il fuyait un scandale, cachait une indiscrétion passée, peut-être même l'héritier perdu d'un domaine déchu. Personne ne pouvait dire avec certitude ce qu'il avait fait avant d'arriver à St. Mary Mead, et le fait qu'aucun ami proche ni parent ne lui ait jamais rendu visite ne faisait qu'ajouter à l'intrigue. En début de soirée, une tension silencieuse s'installe dans le village. Les rideaux flottaient tandis que les voisins jetaient un coup d'œil par-dessus les haies, guettant le moindre mouvement à Hillside Cottage. Mais la maison était immobile, ses murs blanchis à la chaux et son arche jonchée de lierre ne trahissant rien. Miss Marple, cependant, n'était pas restée inactive.
Quelques questions soigneusement posées avaient déjà commencé à porter leurs fruits. Ce matin-là, elle s'était rendue au presbytère sous prétexte de rendre un recueil de cantiques empruntés. « Ma chère, avait-elle dit à la femme du pasteur, savez-vous par hasard si monsieur Denain communiait? Je ne l'ai jamais vu au Veps. » Madame Calthorpe, toujours à l'affût d'un détail, secoua la tête. Non, il n'était pas régulier. Il était venu une fois, peut-être 2 fois à son arrivée. Il avait dit qu'il n'était pas très porté sur la cérémonie. Il restait généralement discret, mais il était toujours poli. Un vrai gentleman. Pourtant, je me souviens qu'il lui avait posé une question sur l'étrange sujet du vieux Will. Vous ne trouvez pas? Je supposais qu'il lisait simplement des romans. En effet, murmura Miss Marple, classant le commentaire. Plus tard dans la journée, alors que le crépuscule adoucissait le ciel et que le village se préparait à un dîner tranquille, Miss Marple sortit se promener. Sans surprise, Sun Chemin Hay à Hillside Cottage. Un agent de police se tenait dehors, carnet à la main, et lui adressa un signe de tête respectueux. La maison était scellée pour l'instant, même si rien n'avait encore été emporté à l'intérieur. Pas même l'enveloppe. Miss Marple regarda le portail, puis la fenêtre du cottage, où les rideaux pendaient encore, intacts. Quelque part à l'intérieur, ce parchemin froissé, serré si fort par la mort, restait non lu. Il n'avait pas été ouvert, pas encore. L'inspecteur avait dit qu'ils attendaient la procédure officielle. Mais elle l'avait aperçu brièvement, au moment où le corps était soulevé, et un détail restait gravé dans sa mémoire. Un seau. Un seau de cire à l'ancienne, bordeaux et épais, avec un blason familial imprimé dessus. Un blason qu'elle avait déjà vu. Elle reprit sa marche, l'expression douce comme toujours, son esprit rassemblant déjà de vieux souvenirs. Elle ne voulait pas parler tout de suite. Il y avait encore beaucoup trop d'inconnus. Mais quelque chose en elle, quelque chose affiné par des années d'observation et de tragédie, était certain d'une chose, ce n'était pas une mort ordinaire. Et l'enveloppe serait la clé. L'inspecteur Dermot Craddock n'était pas homme à dramatiser inutilement, et il ne supportait pas les imbéciles. Lorsqu'il avait appris la mort subite d'Andrew Denain à la fête du jardin de Saint-Marie-Mide, il avait supposé, comme tout homme sensé, qu'il s'agissait soit d'un malheureux incident médical, soit, peut-être, d'un accident banal. Les hommes d'âge mûr aux mœurs tranquilles et au goût prononcé pour le jardinage solitaire n'inspirent généralement pas de pensées violentes. Et pourtant, il était de retour dans le village même où tant d'incidents au fil des ans avaient défié la logique de sa formation policière. Le village de Miss Marple, comme il l'appelait maintenant en plaisantant à moitié. Cela aurait dû être le premier signe que les choses ne resteraient pas simples. Le lendemain matin de la fête, Craddock se tenait dans le petit salon de Hillside Cottage, un carnet à la main. Le cottage était propre, presque austère. Il manquait du désordre douillet typique des résidents de longue date, son mobilier étant plus pratique que sentimental. Les étagères contenaient des ouvrages de référence sur l'horticulture et quelques livres de poche bien feuilletés. Une petite photographie encadrée d'une femme âgée trônait sur la cheminée, son bord argenté poli jusqu'à briller. L'agent de police à côté de lui remua, nerveusement. « Le rapport du médecin légiste arrive, monsieur. Vous voudriez le voir. » Craddock prit le dossier, les sourcils froncés. Le rapport était concis, précisant la cause du décès, un arrêt cardiaque aigu dû à l'ingestion d'une puissante digitale. De la digitale, en termes simples. Pas impossible à trouver dans un jardin anglais, mais mortel à juste dose. Le fait que Denain ait serré une enveloppe au moment du décès ajoutait une dimension troublante. Aucun signe d'ingestion, ni dans la nourriture ni dans la boisson, ajouta l'agent. La tasse de thé sur l'étagère était propre. La carafe d'eau aussi. Pas de traces d'aiguille, pas d'effraction. Le médecin pense qu'il a pu être pris volontairement. Craddock jeta un coup d'œil autour de lui. Volontairement? Ça ne sonne pas juste, n'est-ce pas? Un homme se prépare pour une fête communautaire, engage la conversation, participe à la tombola, puis avale du poison quelques minutes plus tard.
Cela suggère soit du désespoir, soit ou alors il ne savait pas qu'il en prenait, dit une voix douce derrière eux. Miss Marple se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains gantées posées sur la poignée de son sac à main. Elle regardait non pas l'inspecteur, mais la pièce autour d'elle, comme si elle mémorisait les détails de la vie de Dana. Craddock esquissa un sourire résigné. « Bonjour, Miss Marple. J'aurais dû me douter que vous seriez impliquée. » Seulement de façon très superficielle, dit-elle avec un sourire bienveillant. Je passais par hasard et remarquai l'agent d'un air pensif. Je supposais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Craddock soupira et désigna l'enveloppe, soigneusement scellée dans une pochette plastique, posée sur une pile de papier. Nous ne l'avions pas encore ouvert. Attendons l'autorisation. Étrange chose à tenir si fort. Ce qu'il y avait à l'intérieur, il devait le trouver suffisamment important pour s'y accrocher. Miss Marple s'avança lentement, scrutant l'enveloppe à travers le plastique. Oui, j'ai reconnu le sceau, vous savez. Il appartient à la famille Willoughby, une ancienne lignée du Hertfordshire. Ils ont un blason avec un lion passant au-dessus d'une croix de lierre. Je me souviens d'une vente aux enchères caritatives il y a quelques années. Craddock haussa un sourcil. Les Willoughby? Qu'est-ce que Andrew Dana avait à voir avec eux? Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Ça, je ne saurais le dire. Mais les Willoughby sont depuis longtemps en proie à des conflits concernant leur héritage. Il y a 10 ans, il y a eu une dispute assez publique entre feu Lord Willoughby et son jeune frère. Un problème de testament contesté et une lettre manquante. Craddock prit une note. Et cette enveloppe, si elle porte leur sceau, pourrait contenir quelque chose lié à ce litige. Ce ne sont que des spéculations, bien sûr, dit mademoiselle Marple modestement. Mais si je peux me permettre une suggestion, ouvrez-la. 1 heure plus tard, sous la stricte surveillance de la procédure, Craddock brisa le seau de cire et en sortit soigneusement le contenu. Elle contenait 2 feuilles de parchemin ancien, écrites d'une écriture délicate. La première était une lettre, datée d'une vingtaine d'années auparavant, et la seconde une copie d'un codicille de révision d'un testament. Craddock lut à voix haute, à voix basse. Il semble s'agir d'une lettre de Gerald Willoughby à son notaire, ordonnant que sa part de succession soit attribuée à un héritier anonyme, sous réserve d'une preuve d'identité. Le codicille fait référence à un enfant né hors mariage, sans nom, seulement une vague allusion à mon fils, s'il se présente un jour. Miss Marple garda le silence un instant. Un héritage, dit-elle enfin, et quelqu'un aurait de très bonnes raisons de taire cela, surtout s'il surgissait de manière inattendue. Craddock hocha lentement la tête. Ainsi, Dana trouve ceci, ou le reçoit. Peut-être était-il le fils, peut-être pas. Mais quelqu'un le croyait. Et si cette personne risquait quelque chose, alors le mobile émerge, termine Miss Marple pour lui. Cet après-midi-là, l'inspecteur commença la première série d'interrogatoires. Hillside Cottage livra peu d'indices. Les papiers de Dana étaient rares, pas de journaux intimes, pas de lettres personnelles, hormis des factures et 1 ou 2 mots polis des comités du village. Il restait discret, mais sans suspicion. Il n'y avait aucun relevé bancaire suggérant une richesse soudaine et aucun signe de difficulté. Miss Marple, quant à elle, rendait discrètement visite à la bibliothèque. Non pas pour emprunter des livres, même si elle en repartit avec un sur le droit des successions et de la propriété pour la forme, mais pour parler à Miss Cynthia Parsons, la bibliothécaire et archiviste à temps partiel de l'histoire locale. Monsieur Dana venait 1 fois par semaine, dit Cynthia. Il rendait toujours les choses à temps. Il préférait les livres de jardinage et les mémoires historiques. Un jour, il nous a demandé si nous avions quelque chose sur le domaine de Willoughby. Il a dit qu'il s'intéressait à la restauration de maisons de campagne. J'ai trouvé ça étrange. Le domaine de Willoughby a brûlé il y a des années. Mademoiselle Marple a souri doucement. Vous souvenez-vous quand il a posé cette question? Oh, il y a environ 1 mois, je crois. À peu près au même moment, il reçoit cette lettre par avion. La lettre par avion, encore. Miss Marple a quitté la bibliothèque avec un froncement de sourcils pensif. Dehors,
La place du village était silencieuse, à l'exception d'un enfant pédalant à vélo ou d'un couple de personnes âgées se dirigeant tranquillement vers le salon de thé. Un étrange silence régnait sur Saint-Marie-Mide. Un de ces silences qui naissent non pas de la paix, mais de la tension, comme le souffle retenu entre l'orage et la pluie. Et mademoiselle Marple, en retournant à sa roseraie, son panier à tricot soigneusement rangé sous le bras, s'est mise à réfléchir à la seule question que personne d'autre ne lui avait encore posée: si Andrew Denain n'était pas le fils de Gerald Willoughby. Qui l'était? Et surtout, qui le savait? Le lendemain apporte une atmosphère aussi lourde et pesante que la chaleur de juillet. Le village de Saint-Marie-Mide, malgré sa tranquillité apparente, bouillonnait sous la surface. La vue de l'agent Pritchard arpentant la rue devant Hillside Cottage, un carnet sous le bras et un œil attentif sur le portail, ne parvint guère à calmer les villageois. Au salon de thé Bluebell, où le parfum des scones à la lavande flottait à travers les rideaux de dentelle, les bavardages habituels avaient laissé place à des chuchotements prudents et des regards en coin. « J'ai toujours dit qu'il avait quelque chose d'étrange », murmura madame Hartnell en remuant son thé beaucoup trop vigoureusement. Un homme de son âge, vivant seul, jardinant toute la journée et ne parlant à personne sans qu'on lui adresse la parole. Et maintenant, nous connaissons l'héritier illégitime d'une fortune. Du moins, c'est ce qu'on dit. À côté d'elle, madame Brierly fait une grimace. Nous ne savons rien de tel, Hilda. Ce ne sont que des spéculations. Il a peut-être simplement découvert quelque chose. Mais un meurtre? À Saint-Marie-Mide? Impensable. Miss Marple, assise 2 tables plus loin, attrapa une brioche au raisin sans lever les yeux de son tricot. Elle écoutait, comme toujours, même si ses aiguilles continuaient à tourner à un rythme soutenu. Pendant ce temps, au commissariat du village, l'inspecteur Craddock avait commencé à se concentrer. Quelqu'un avait envoyé cette enveloppe à Andrew Denain. Quelqu'un connaissait, peut soupçonner son identité ou son implication dans l'héritage Willoughby. Et quelqu'un avait une raison de l'en empêcher. Il se tenait devant la carte accrochée au mur, des punaises marquant l'emplacement de la fête, le hangar à rempotage, Hillside Cottage, et maintenant le domaine de Willoughby à une 60aine de kilomètres de là, dans le Hertfordshire, en ruine et presque oublié. « Monsieur, dit l'agent en apparaissant avec un dossier, nous avons vérifié le cachet de l'enveloppe. Venait de Genève, mais envoyé via une adresse de réexpédition. Pas de nom de retour. » La poste suisse confirma qu'elle était passée entre leurs mains en route pour Southampton. Impossible de retrouver l'expéditeur initial. Craddock Rogna. Et Denain lui-même, antécédent professionnel, proche parent, inégal, admit l'agent. Il a passé quelques années au Canada. Avant cela, il avait travaillé à l'université sous le nom d'Andrew D. Creswell, peut-être un pseudonyme. Il avait démissionné discrètement d'un poste d'enseignant après ce qui fut décrit comme une dispute privée. Creswell, répéta Craddock. Même nom de famille que la défunte sœur de Lord Willoughby, Margaret Creswell. Ce lien ténu fait frissonner Craddock. Plus tard dans l'après-midi, mademoiselle Marple était assise dans le jardin du vicaire avec le révérend Calthorne et sa femme. Le thé était parfumé et une légère brise faisait bruisser les feuilles au-dessus. « J'ai cru comprendre, dit délicatement mademoiselle Marple, que madame Sylvia Shillingford avait été secrétaire de la famille Willoughby. » La femme du vicaire cligna des yeux. « Oui, oh oui, il y a de nombreuses années, avant d'épouser John Shillingford. Elle était assez proche de Lady Willoughby, je crois. Elle n'en a jamais beaucoup parlé, mais j'imagine que ça a dû être mouvementé. » Miss Marple sourit d'un air bienveillant. « Pensez-vous qu'elle soit au courant de certaines affaires familiales, peut-être même de choses non rendues publiques ?» Les yeux de madame Calthorpe brillèrent d'intérêt. « Si quelqu'un pouvait le savoir, ce serait Sylvia. Elle garde tout dans ses petits carnets, elle écrit tout. Vous n'imaginerez pas tout ce dont elle se souvient des réunions du WI. Ce soir-là, Miss Marple rend visite au Shillingford. Sylvia Shillingford ouvrit elle-même, une femme à la toilette soignée et à l'expression maîtrisée.
Ses cheveux gris étaient impeccablement ondulés, son chemisier amidonné avec une précision quasi militaire. Miss Marple, quelle gentillesse. Entresse. Est-ce à propos de la fête? J'imagine que tout le monde est sous le choc. Miss Marple fut conduite dans un salon rempli de meubles en palissandre et de portraits de famille. Elle prit son thé avec gratitude et présenta ses condoléances. C'était un homme discret, dit Sylvia pensivement. Je ne dirais pas que je le connaissais, mais je me posais souvent des questions à son sujet. Ses manières étaient, comment dire, cultivées. Pas à accent grave-l'œil, mais précises. Vous avez une excellente mémoire, dit doucement Miss Marple. La femme du pasteur me rappela que vous aviez travaillé pour Lady Willoughby. Sylvia cligna des yeux. Oh oui, il y a bien longtemps maintenant. Avant la guerre. C'était un monde différent du formel, très privé. La famille avait son lot de complexité. Miss Marple se rôda. J'imagine qu'il y avait des secrets. Sylvia esquissa un mince sourire. Quelle grande maison n'en a pas? Mais oui, il y avait des murmures. Lady Margaret Creswell, la sœur de Lord Willoughby, avait un fils, mais on ne le reconnaissait jamais. On parlait d'une école suisse, d'une longue absence, d'un refus d'en parler. Personne n'en parlait jamais ouvertement, mais nous le savions tous. Le garçon s'appelait Andrew? Sylvia la regarda fixement, puis le masque. Peut-être. Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Mais si M. Denain était ce garçon, je dirais qu'il avait toutes les raisons de venir discrètement. Et s'il possédait quelque chose, une preuve, cela n'aurait peut-être pas été bien accueilli par tout le monde. Son regard perçant ne passe pas inaperçu. Miss Marple rentre chez elle par la verdure. Le soleil se couchait, et l'air sentait vaguement la lavande et l'herbe coupée. Ses pensées se portèrent sur une jeune femme contrainte d'abandonner un enfant et un homme adulte désormais revenu, non pas pour la richesse, mais pour des réponses. À la même heure, l'inspecteur Craddock eut une conversation plus directe avec John Shillingford, le mari de Sylvia, un homme connu pour son rôle au conseil paroissial et son goût pour le pouvoir à huis clos. « Connaissez-vous M. Denain » Craddock le lui demanda. « Je l'ai rencontré, oui. Du genre discret. Il restait dans son jardin. Je ne dirais pas que nous étions amis. Votre femme travaillait pour les Willoughby, dit Craddock sans détour. Nous enquêtons sur un lien entre elles. Denain et cette famille. L'expression de Shillingford ne change pas, mais ses yeux se plissèrent. Vous feriez mieux d'être prudent, inspecteur. Cette famille a des amis haut placés, même maintenant. Craddock prit note. Ce n'était pas un démenti. Au crépuscule, Miss Marple était de nouveau assise dans son salon, son tricot posé sur ses genoux. Florence avait apporté une nouvelle théière et un scone. Tout le monde dit que c'est M. Shillingford, déclara Florence. Sa femme avait quelque chose à cacher, n'est-ce pas? Il a toujours eu l'air du genre à régler les choses à l'ancienne. Miss Marple sourit faiblement. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, Florence. Les gens sont souvent plus compliqués qu'il n'y paraît. Mais tandis qu'elle remuait son thé, le regard de Miss Marple s'attarda sur la photo postée sur son buffet. C'était une vieille photo prise lors de la garden party du domaine de Willoughby, bien des années auparavant. La jeune Sylvia Shillingford se tenait, raide, à côté d'une femme voilée dont la main reposait sur l'épaule d'un petit garçon aux yeux gris saisissants. Des yeux qui, malgré le temps et l'âge, ressemblaient étrangement à ceux d'Andrew Denain. Demain, pensa-t-elle, elle écrirait une lettre. Peut-être au Willoughby même. Car si Andrew Denain n'était pas le seul à connaître le codicille, quelqu'un d'autre, beaucoup plus proche, avait peut-être encore plus à perdre. Le lendemain matin arriva sous un voile brumeux de nuages gris, projetant une lumière tamisée sur les toits de Saint-Marie-Mide. Un silence étrange régnait dans le village, comme si même les oiseaux avaient interrompu leur chant par respect ou peut-être par appréhension. Les journaux, comme prévu, avaient eu vent du décès à la fête. Une mort subite obscurcit la fête estivale dans le paisible village du Hampshire, pouvait-on lire dans la modeste chronique de la page 6 du Daily Clarion. Pas encore de mention de meurtre, juste des circonstances inexpliquées. Miss Marple,
quant à elle, prit son petit déjeuner à l'heure habituelle, les toasts à peine cuits et la marmelade étalée avec soin. Tandis que Florence s'affairait, la tenant au courant des derniers ragots, qui comprenaient désormais des spéculations absurdes sur des espions russes et des objets de famille de contrebande, Miss Marple était assise, l'air légèrement distrait, ses pensées traçant des motifs bien plus complexes que la nappe en dentelle sous sa tasse de thé. Quelque chose la taraudait. Une petite incohérence. Pas l'enveloppe, elle avait servi de clé à l'énigme, certes, mais autre chose. Quelque chose de visuel. Et puis, au milieu d'une gorgée de thé, elle se souvint. Les gants. À la fête, elle avait remarqué les mains d'Andrew Denain, alors qu'il aidait à installer les tables à tréteaux, sans gants, aux doigts longs et légèrement calleux à force de s'occuper de ses rosiers. Mais lorsqu'ils le trouvèrent, affalé dans l'abri de jardin, il portait des gants. Des gants de jardinage, certes, mais étrangement neufs. Encore raides aux doigts, pas encore éraflés ni salis. Elle se souvenait du léger froissement du cuir et de la petite boucle intacte, encore cousue à l'intérieur d'une manchette. Et Andrew Denain, elle en était certaine, n'était pas du genre à porter des gants neufs pour manipuler du compost. En milieu de matinée, elle avait laissé un bref mot sur son bureau pour Florence et s'était dirigée vers Hillside Cottage. L'agent de police devant le portail lui adressa un signe de tête courtois. « Bonjour, Miss Marple. L'inspecteur Craddock est à l'intérieur. Vous serez heureuse d'apprendre qu'ils ont fait venir quelqu'un du bureau des successions. Il semble que les effets personnels de feu Monsieur Denain suscitent un vif intérêt. » À l'intérieur du cottage, Craddock se tenait dans le salon, scrutant une pile de dossiers fraîchement livrés. Il leva les yeux à l'entrée de Miss Marple, et son expression, bien que toujours formelle, s'adoucit de familiarité. « Je pensais justement à vous, » dit-il en désignant une petite table. « Nous avons fait venir le jardinier du domaine de Willoughby. Il connaît Lady Margaret. Il dit que Denain correspond au signalement de son fils. Mais rien de concret. Pas d'acte de naissance. Pas d'acte de baptême. Le garçon avait tout simplement disparu. Miss Marple S. Acid Dousement. J'avais une question à lui poser. Les gants que portait Monsieur Denain ont-ils été examinés? Craddock la regarda longuement. Les gants? Oui, dit-elle doucement. Il ne les portait pas plus tôt dans l'après-midi. Je l'ai vu aider l'oncle de Kitty Cartwright à la table de tombola. Ses mains étaient nues, mais lorsqu'il a été retrouvé, elles étaient neuves. Jamais utilisées. Pourquoi un jardinier expérimenté porterait-il des gants neufs, surtout dans un abri de jardin? Craddock se dirigea vers la boîte à preuves et en sortit un sac en plastique contenant les gants. Il les leva en fronçant les sourcils. Vous avez raison. Encore Raids, AUX Tours. Et il marque une pause, inspectant l'intérieur. Il y a de la poudre à l'intérieur. Une légère trace de granulés blancs. On dirait de la digitale, dit doucement Miss Marple. Craddock la regarde fixement. Le poison n'a donc pas été ingéré. Il a été absorbé. Par la peau. C'est ce que je crois. La digitaline peut être administrée par voie transdermique. C'est plus lent, mais assez efficace. Et je soupçonne que la doublure intérieure des gants en était imprégnée. Il les avait mis à la hâte et, en une demi-heure, la toxine aurait atteint son cœur. Craddock se leva, une nouvelle urgence dans ses mouvements. Cela expliquerait l'absence de traces dans son thé ou sa nourriture. On va faire tester les gants. Mais cela change aussi les choses. Ce n'était pas un suicide. Quelqu'un avait placé ses gants. Le regard de Miss Marple se porta sur la cheminée, où se trouvait la photo de la mère présumée de Denain. Et quelqu'un qui connaissait suffisamment ses habitudes pour prédire qu'il les utiliserait au bon moment. Plus tard dans l'après-midi, Craddock rassembla le cercle proche de ceux qui avaient été en contact avec Denain dans les heures précédant sa mort. Ils se réunirent dans la salle paroissiale, officiellement pour une réunion sur les finances de la fête, mais le véritable objectif restait en suspens. Étaient présents John et Sylvia Shillingford, Madame Hartnell, l'oncle de Kitty, M. Latham et Mademoiselle Cynthia Parsons de la bibliothèque. Tous avaient parlé à Denain le jour de la fête. Craddock prit la parole.
Merci à tous d'être venus. Comme vous le savez, la mort de M. Denain n'est plus considérée comme naturelle. Nous pensons maintenant qu'il pourrait s'agir d'un acte criminel. Nous examinons tout ce que M. Denain a fait ce jour-là. Nous vous poserons chacun quelques questions complémentaires dans les jours à venir. Sylvia Shillingford pâlit légèrement. Insinuez-vous l'un d'entre nous? Craddock level en main. Rien n'est sous-entendu. C'est normal. Mais je vais demander si quelqu'un parmi vous a-t-il touché ou remarqué une paire de gants de jardinage à la fête. On silence regna. Monsieur Latham secoua la tête. Cynthia parut perplexe. Sylvia garda une expression soigneusement posée, mais mademoiselle Marple, qui l'observait depuis un siège silencieux au fond, remarqua un bref éclair de calcul muet sur son visage. Sylvia parla enfin. Andrew M. Denain en emprunta une paire à la table de tombola. L'un des prix était une paire de gants de jardinage neufs. Je m'en souviens parce que j'avais commenté leur emballage. Français, je crois. Plutôt chic. Il a dit qu'il pourrait les utiliser pour les massifs de roses. Craddock griffonnia dans son carnet. Qui a donné ces gants? De nouveau, un bref silence. Shillingford et compagnie, dit John d'un ton bourru. Une partie de notre stock promotionnel d'été. Sylvia pensa que cela ferait un joli prix. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. De retour chez elle ce soir-là, elle rédigea une autre lettre, adressée cette fois à une vieille connaissance londonienne qui avait travaillé avec l'équipe de toxicologie de Scotland Yard. Dans son mot, elle formulera une demande discrète mais précise concernant des tests de détection d'alcaloïdes numériques sur des gants de fabrication française. Elle mentionnait, en passant, qu'elle pensait que la main d'une femme était impliquée. Pas une main forte, écrivit-elle, mais une main intelligente. Quelqu'un avec suffisamment de connaissances pour paraître serviable et assez de retenue pour attendre le bon moment. Florence apporta le courrier juste au moment où Miss Marple fermait son enveloppe. Une lettre de Genève, mademoiselle. Miss Marple l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un mot dactylographié. Aucune signature. Il ne savait jamais. Il s'en approchait, mais il ne savait jamais. L'enveloppe n'était pas destinée à le tuer, seulement à le mettre en garde. Mais quelqu'un d'autre l'avait vu, quelqu'un qui avait toujours craint que le passé ne ressurgisse. Miss Marple la lut 2 fois, puis la plia soigneusement et la glissa dans son tiroir. Elle l'avait vue avant la panique d'une vie bien rangée menacée par des vérités longtemps enfouies. Et maintenant, avec les gants et la lettre, elle avait suffisamment de pièces pour entrevoir la forme de la chose en dessous. Mais elle n'agissait pas encore, pas avant que la dernière ombre ne surgisse de derrière le rideau de dentelle, pas avant d'en être absolument sûr. Les jours qui suivirent virent Saint-Mary-Mead s'enfonce davantage dans un étrange silence. Non pas le calme ordinaire d'un village bercé par la chaleur estivale, mais un silence tendu et vigilant, comme s'il et elle-même écoutaient. L'air, lui aussi, semblait différent. Les bavardages aux Lamb and Crown étaient devenus plus prudents, les rires à la poste plus saccadés. Même les cloches de l'église, le dimanche, semblaient résonner avec hésitation. Des murmures avaient commencé à circuler non seulement au sujet du meurtre, mais aussi au sujet du codicille. Une part suffisante de vérité s'était infiltrée dans le flot des ragots pour contaminer toutes les conversations. Andrew Denain avait été quelqu'un d'important, ou sur le point de le devenir. Et quelqu'un du village, quelqu'un qu'il connaissait, l'avait probablement tué. Miss Marple, quant à elle, était restée elle-même. Elle se déplaçait doucement, gracieusement, jamais trop en avant, sans jamais exiger d'attention. Et pourtant, partout où elle allait, les regards la suivaient. On la soupçonnait de se rapprocher, car c'était toujours le cas. Et même s'il lui souriait par-dessus les murs du jardin ou dans la file d'attente du boulanger, une certaine méfiance se lisait désormais dans leur sourire. Comme si c'était elle qui portait un pistolet chargé. Mardi matin, elle reçoit la visite de l'inspecteur Craddock. « Du thé, inspecteur ?» demanda-t-elle gentiment en l'invitant dans son salon. Il accepta avec un sourire las et s'installa dans l'un de ses fauteuils soigneusement rembourrés. « Vous aviez raison pour les gants, dit-il.
Le laboratoire confirme la présence de résidus de digital sur la doublure intérieure. Celui qui les avait posés savait précisément ce qu'il faisait. Miss Marple versa son thé et ajouta un soupçon de lait. Et le fabricant? Une ligne exclusive. Une marque boutique lyonnaise. Distribuée en Angleterre par un seul importateur, Shillingford et compagnie. Elle posa la théière. Je vois. Craddock remua son thé. J'aimerais bien faire venir Sylvia Shillingford pour un interrogatoire formel, mais nous n'en avons pas assez. Elle a fait dans des gants, certes, mais elle pourrait facilement dire qu'elle les a pris au hasard dans le stock. Et John Shillingford a déjà insinué que nous harcelons sa femme. Miss Marple se rassit, son tricot posé sur ses genoux, les doigts légèrement emmêlés dans du fil bleu. Lui avez-vous posé des questions sur le codicille? S'il savait que Denain héritera? Craddock secoua la tête. Il affirme n'avoir aucune connaissance de la lettre ni de l'héritage Willoughby. Mais il est clair qu'il protège quelque chose. Ou quelqu'un. Miss Marple sirota son thé en silence un instant, l'expression indéchiffrable. Vous souvenez-vous, inspecteur, de la mort de Lord Willoughby? Craddock cligna des yeux. Arrêt cardiaque. Il y a des années. Pourquoi? Parce que j'en suis venu à croire que ce n'était pas la première fois que quelqu'un dans cette famille tentait de cacher une vérité par des moyens peu honnêtes. Elle laissa les mots se poser. Cet après-midi-là, le calme de Hillside Cottage fut rompu par l'arrivée d'un notaire londonien. Monsieur Bernard Havisham était un homme modeste, portant des lunettes rondes et ayant l'habitude de s'éclaircir la gorge à 2 reprises avant de parler. Il était venu, disait-il, au nom des administrateurs de la succession Willoughby, qui venaient tout juste d'apprendre l'existence de la lettre retrouvée sur M. Denain. Mademoiselle Marple avait veillé à ce qu'il soit informé. M. Havisham demande à rencontrer l'inspecteur Craddock en privé, puis Miss Marple. Autour d'un thé modeste dans son jardin, il livra un détail surprenant. Le testament original, avant le codicille, léguait l'intégralité du domaine Willoughby au cabinet de John Shillingford, principal gestionnaire de la famille. C'était un accord commercial. Lucratif. Mais le codicille l'inverse. Si Denain était bien le fils de Lady Margaret, il aurait revendiqué la propriété du terrain et du titre. Les Shillingford perdraient tout. Mademoiselle Marple hocha lentement la tête. Et si le codicille avait été détruit? Havisham parasite sombre. Le testament original n'aurait pas été contesté. Plus tard dans la soirée, Miss Marple reçoit une autre visite. Pour quiconque l'observait, la silhouette qui se présentait à sa porte juste après le coucher du soleil aurait pu ressembler à n'importe quel villageois lui rendant une visite amicale. Mais les regards nerveux par-dessus son épaule, la main crispée sur son sac à main et la ligne pincée de sa bouche trahissaient la détresse de Sylvia Shillingford. « Je ne resterai pas longtemps, dit-elle en dépassant Florence et en entrant dans le salon. Miss Marple lui désigna une chaise. « Asseyez-vous, ma chère. On dirait que vous avez porté quelque chose de lourd. » Sylvia hésita, puis se laissa tomber sur le bord du siège. « Je suppose que vous avez déjà compris la plupart des choses. » Miss Marple ne répondit pas directement. Elle attendit simplement, le regard doux et attentif. « Je ne l'ai pas tué, dit enfin Sylvia. Je vous jure que non. Mais j'ai su ce que cette enveloppe pouvait contenir dès que je l'ai vue. J'ai reconnu le sceau. Je me suis souvenu des murmures chez les Willoughby, il y a tant d'années. Lady Margaret et son secret. Son enfant. J'ai même rencontré le garçon une fois. Il était timide. Intelligent. Il me rappelait quelqu'un que j'avais aimé. Elle serra les mains fermement. Quand j'ai vu M. Denain au village, j'ai hésité. Pas au début. Mais ensuite, il m'a interrogé sur les Willoughby avec délicatesse, discrétion. Il n'était pas menaçant. Il voulait juste comprendre. Savoir qui il était. La voix de Miss Marple était à peine plus forte qu'un murmure. « Alors, qu'as-tu fait ?» « Je l'ai dit à John, » dit Sylvia avec amertume. Et c'était là l'erreur. Je pensais qu'il m'aiderait à y voir plus clair. Mais il a paniqué. Tout ce qu'il a construit est lié à ce domaine. Tous les contrats. L'asport. Si Denain avait été légitimé, tout aurait disparu.
L'expression de Miss Marple est restée calme. « Tu savais pour les gants? » Sylvia a tressailli. « Non, pas avant. Mais je l'ai vu les ramasser. Je lui ai même dit qu'ils étaient trop beaux pour être abîmés dans la remise. Il rit et dit qu'ils sont trop chics pour le compost, mais je vais les casser. » Elle déglutit difficilement. Et puis il mourut. Le silence retombe. « Vous avez peur de votre mari? » dit doucement Miss Marple. Sylvia détourna le regard. « J'ai peur depuis longtemps. De son ambition. De ses sautes d'humeur quand on le contrarie. Mais ce n'est pas seulement de la peur. C'est aussi une honte. J'ai laissé faire. » Miss Marple tendit la main et lui toucha la sienne. « Alors, c'est peut-être le moment de tout défaire. » Le lendemain matin, John Shillingford quitte sa maison tôt. Il devait se rendre à Winchester pour une réunion immobilière et semblait de bonne humeur, saluant sèchement les voisins qu'il croisait. Il ne vit pas Miss Marple l'observer depuis sa fenêtre, de l'autre côté de la pelouse. Il ne savait pas non plus qu'une lettre signée et authentifiée par Sylvia était déjà entre les mains de l'inspecteur Craddock. Non pas que Miss Marple avait fait livrer un article au service de police scientifique de Scotland Yard le matin, même un flacon original d'après-shampoing pour gants de jardinage provenant de la réserve privée de Shillingford et compagnie, retrouvé par hasard, caché sous une étagère. L'étiquette était à peine visible, mais Miss Marple était convaincue que son contenu serait des plus éclairants, surtout associé à un nouveau nom remontant à la surface de ses pensées. Un nom qu'elle n'avait pas encore prononcé à voix haute, mais qui allait tout changer. 2 jours plus tard, la pluie arriva, douce d'abord, puis persistante, trempant les toits de chaume de Saint-Marie-Mide et les massifs de roses que Miss Marple avait soigneusement entretenus tout l'été. Les rues se vidèrent tôt, à l'exception de quelques parapluies tendus contre le vent, et le village retrouva le silence paisible des longs après-midi gris et des rideaux tirés. Mais à l'intérieur du commissariat, l'ambiance était tout sauf calme. L'inspecteur Craddock se tenait au centre de son bureau, les manches retroussées jusqu'au coude et les sourcils froncés, écoutant l'analyste médico-légal à l'autre bout du fil. Il grommela de temps à autre en guise d'accusé de réception, prenait quelques notes, puis restait immobile un instant une fois l'appel terminé. Il examina la table des preuves, en particulier le produit d'entretien pour gants que Mademoiselle Marple avait récupéré dans la réserve de Shillingford et compagnie. L'étiquette était décolorée et le contenant poussiéreux, mais son contenu était suffisamment bien conservé pour être analysé. Et les résultats furent concluants. L'échantillon présentait des traces de digitoxine, une puissante forme de numérique. Selon le laboratoire, elle avait été mélangée à l'assouplissant pour cuir, indétectable à la vue ou à l'odorat, mais dangereuse en cas de contact répété, surtout sur des gants neufs. Ce n'étaient pas seulement les gants qui avaient été empoisonnés. C'était le produit lui-même. Craddock referma le dossier et s'assit lourdement à son bureau. Si quelqu'un chez Shillingford & Co. avait eu connaissance de ce lot et avait choisi cette bouteille pour la donner à la fête, alors l'implication aurait été dévastatrice. Il aurait dû interroger à nouveau John Shillingford, et cette fois, plus directement. Mais au moment où il prenait le téléphone, on frappa à la porte. C'était l'agent Pritchard, anormalement pâle. Il intra-et posa un dossier sur le bureau. Il y a eu un autre incident, monsieur. Craddock s'y redressa. Quel genre d'incident? À la bibliothèque. Mademoiselle Cynthia Parsons s'est effondrée ce matin. Des témoins ont dit qu'elle était en train de trier une pile de livres aux archives. L'un des livres, un vieux registre, dégageait une odeur étrange, comme du cirage ou des produits chimiques. Elle se toucha le visage, puis fut prise de vertige. Les ambulanciers disent que cela ressemble à un empoisonnement. Elle est à l'hôpital, stable, mais secouée. Craddock est sur pied en un instant. Quel livre? Ils sont encore en train de vérifier. Mais il semble que ce soit l'un des registres fonciers de la famille Willoughby. Donné il y a quelque temps, rarement touché. Elle traçait les limites de propriété, disant qu'elle aidait un avocat dans le cadre de l'affaire des nains. Craddock sentit une certitude froide et insidieuse l'envahir. Quelqu'un avait voulu faire taire Cynthia Parsons. Et quelqu'un d'autre,
peut-être même quelqu'un de plus proche, s'était donné beaucoup de mal pour faire passer cela pour un accident. Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise tranquillement dans son salon, un châle sur les épaules et son tricot oublié sur les genoux. Elle avait appris l'effondrement de Cynthia par Florence, qui était revenue en courant des magasins, la nouvelle s'échappant d'elle à toute vitesse. Les implications la troublaient. Non seulement parce que Cynthia avait été gentille, ou parce qu'elle avait été la source privilégiée de Miss Marple pour les archives du village, mais parce que Cynthia en savait plus que ce qu'elle avait confié. Sa nature calme et studieuse trahissait un esprit méticuleux. Elle avait évoqué, très brièvement, ses efforts pour retracer la vente de plusieurs parcelles de terrain entourant l'ancien domaine de Willoughby. Selon elle, une transaction lui avait semblé suspecte des documents signés non pas par Lord Willoughby lui-même, mais par une partie secondaire, sans autorisation légale claire. Miss Marple avait l'intention de poursuivre. Or, cette voie était soudain devenue dangereuse. Pourtant, il existait d'autres pistes. Le lendemain matin, sous un ciel nuageux encore chargé de la menace de pluie, Miss Marple se rendit au Lambeth Crown. Elle trouva M. Pritchard, le tenancier, en train d'essuyer le long comptoir en chêne avec son soin habituel. « Bonjour, Miss Marple, dit-il en hochant la tête. C'est courageux de votre part d'être dehors par ce temps. Un peu d'humidité ne me dérange pas, répondit-elle joyeusement. Dites-moi, avez-vous vu M. Shillingford? Pas depuis hier. Il est venu brièvement, a bu un scotch, a dit qu'il se rendait à une réunion à Londres. Un peu brusque, à mon avis. Murmura-t-elle. Et Sylvia, elle n'est pas partie avec lui? Non, elle était à la maison. Je suis passé hier prendre un thé et un pudding au pain. J'avais l'air fatigué. Miss Marple le remercia et parted. Elle en fit un autre arrêt le bureau de poste où Doris, l'assistante, triait le courrier entrant. Des nouvelles de Genève? Demanda doucement Miss Marple. Doris leva les yeux. En fait, oui. Une autre enveloppe par avion arrivait pour M. Denain. Techniquement, adressée à Hillside Cottage. J'allais la transmettre à la police. Dois-je vous la donner? Mademoiselle Marple prit l'enveloppe avec précaution. Pas d'adresse de retour. Une étiquette dactylographiée. Et à l'intérieur, une fois ouverte avec précaution à la maison, une seule page. Une copie de l'acte de naissance d'un certain Andrew Martin Creswell, né à Genève en 1931, mère Margaret Willoughby, père anonyme, adopté par la famille Denain, Ottawa, Canada, délivré par le Bureau des Archives de Genève en 1957. Mademoiselle Marple la plia soigneusement, les lèvres pincées. C'était donc vrai. Denain était l'héritier, légitime, à tous égards importants. Le codicille l'avait nommé, et l'acte de naissance le confirmait. Mais le document était arrivé trop tard. Et quelqu'un l'avait su. Cet après-midi-là, l'inspecteur Craddock retourna à Hillside Cottage avec un mandat. Dans le petit bureau de l'arrière-salle, dissimulé sous un faux tiroir, il trouva quelque chose d'étrange. Une seconde enveloppe, de forme identique à celle que Denain tenait à la fête. Elle avait été ouverte et vidée, il n'en restait qu'un morceau. Un cachet de file, partiellement brûlé. Il avait été trafiqué. Volontairement. Pourquoi y en aurait-il deux? Murmura-t-il à voix haute. Puis il réalisa que l'une était originale. L'autre, alors destinée à semer la confusion, ou peut-être à cacher la vérité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Craddock fixa le cachet brise. Quelqu'un avait intercepté la première lettre. Quelqu'un qui avait accès au domicile de Denain. Quelqu'un qui savait exactement ce qu'il tenait et qui s'assurerait qu'il n'en parlerait jamais. Ce soir-là, alors que les lumières du village s'éteignaient et que les dernières gouttes de pluie crépitaient doucement contre les fenêtres, Miss Marple s'assit près du feu et ouvrit enfin son propre carnet. Elle tira deux noms. Un, soulignait-elle. Pas celui de John Shillingford. Mais quelqu'un se tenait juste derrière lui. Une présence plus discrète. Un esprit habitué à travailler en marge, à traiter l'information avec délicatesse et précision. Et un mobile plus complexe que l'avidité. C'était,
pensa Miss Marple, le mobile le plus dangereux. La peur. Non pas de perdre, mais d'être exposée. Elle posa sa plume, ses pensées s'imbriquant comme la dernière maille d'un motif complexe. Le piège était presque tendu. Il ne restait plus qu'un fil à tirer. Si le temps s'était adouci depuis l'orage, l'atmosphère, elle, était restée. Quelque chose dans l'air, plus que de l'humidité, laissait présager un village retenant son souffle. Dans sa chaumière, Miss Marple achevait de reprendre une paire de gants de Florence. Ses mouvements étaient calmes, sereins même, bien que son esprit travaillait sans relâche sous la surface. Elle avait toujours soutenu que les plus petits détails, les expressions les plus anodines en apparence, c'était là que résidait la vérité. Non pas en déclaration ou en aveu, mais dans les subtiles trahisons du comportement humain. L'affaire, elle en était désormais certaine, ne tournait pas autour de la question de savoir qui souhaitait la mort d'Andrew Denain, mais qui craignait ce qu'il représentait. Et cette réponse n'avait pas grand-chose à voir avec l'héritage au sens traditionnel du terme. Il s'agissait de réputation, de contrôle, d'un autre genre d'héritage. Miss Marple jeta un coup d'œil à l'enveloppe posée sur son bureau, la copie certifiée conforme de l'acte de naissance d'Andrew Denain, envoyé de Genève et enfin livré. Il n'y avait plus aucun doute. Il a été le fils de Lady Margaret Willoughby. Illégitime, certes, mais légitime aux yeux de la loi une fois le codicille promulgué. Il avait parfaitement le droit de revendiquer la succession et de s'interroger sur les raisons pour lesquelles son existence avait été cachée. Et quelqu'un, très proche de lui, avait veillé à ce qu'il n'en ait jamais l'occasion. Elle se leva, rangea soigneusement le document dans son sac à main et sortit dans la douce brise matinale. L'heure était venue d'une dernière conversation. Sylvia Shillingford était dans son jardin lorsque Miss Marple arriva, taillant les têtes fanées de ses rosiers grimpants avec une concentration presque méditative. Elle leva les yeux à l'approche de Miss Marple, le visage soigneusement posé. « Miss Marple, quelle matinée, n'est-ce pas? Presque reposante. » Miss Marple sourit. « Effectivement, même si je soupçonne que ce n'était pas tout à fait le cas. » Sylvia eut un rire cassant. « Non, je suppose que non. Puis-je m'asseoir un instant? » demanda Miss Marple Dowsmet. « Bien sûr. » Elles s'installèrent sur un banc en bois sous la treille, où des pétales de rose jonchaient le sol comme des confettis fanés. Pendant quelques instants, elles restèrent assises en silence, seulement interrompues par le chant occasionnel des oiseaux provenant de la haie. « J'ai réfléchi, commença Miss Marple, au secret. Pas ce qui implique de l'argent ou des terres, mais ceux qui se cachent, ceux qui s'installent entre les gens et prennent racine. Ceux qu'on garde non pas pour le gain, mais pour la honte. » Sylvia était très immobile. « Voyez-vous, poursuivit Miss Marple, Andrew Denain n'est pas mort à cause de ce qu'on lui devait. Il est mort parce que quelqu'un craignait ce qui viendrait avec la reconnaissance. La perturbation, la révélation, la perte non pas d'un bien, mais d'une illusion soigneusement construite. » Les doigts de Sylvia tressaillirent sous ses ciseaux de jardinage. « Et qui, à votre avis, aurait le plus peur de cela? » Miss Marple la regarda avec bienveillance. Celle qui savait la première. Celle qui avait intercepté l'enveloppe avant qu'elle ne lui parvienne. Celle qui avait vu le sceau et compris sa signification instantanément. Quelqu'un ayant accès aux archives de la bibliothèque, au registre foncier et, plus important encore, au passé. Pas John Shillingford, même s'il avait tout à perdre. Il est trop direct, trop réactif. Non, je crois que c'était l'œuvre d'une main plus subtile. Quelqu'un qui a toujours vécu tranquillement parmi les livres et les faits. Quelqu'un dont le monde s'effondrerait non pas à cause de l'argent, mais à cause de la vérité. Les lèvres de Sylvia s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Miss Marple fouilla dans son sac à main et en sortit la deuxième enveloppe, celle trouvée à Hillside Cottage. Il y avait 2 enveloppes, dit-elle doucement. L'original, et ce leur, posé après le retrait du premier. Probablement le jour de la fête. Mais le premier fut détruit. Non pas par John, qui n'avait aucune raison de le faire discrètement,
mais par quelqu'un qui voulait faire croire à Andrew qu'il l'avait reçue et qui pourtant la trouvait vide. Vous dites que la voix de Sylvia était un murmure. Je dis, dit Miss Marple d'un ton désormais inébranlable, que Cynthia Parsons savait ce qu'il y avait dans cette lettre bien avant Andrew. Peut-être avait-elle reconnu le sceau. Peut-être même en avait-elle un exemplaire dans les archives de la bibliothèque. Elle était la gardienne du savoir du village. Après tout, elle voyait ce que signifiait l'arrivée d'Andrew et comment elle risquait de tout recadrer. Et lorsqu'elle comprit que vous commenciez à le soupçonner, elle réagit. Sylvia de Glodit. Le registre. Elle le trafiqua. Une seconde tentative, confirma Miss Marple. Mais celle-ci ne se termina pas par la mort. Elle prit soin de ne pas tuer. Juste pour effrayer. Ou peut-être pour faire taire temporairement. Sylvia resta assise, immobile. Sa voix trembla lorsqu'elle reprit la parole. Mais pourquoi? Cynthia ne m'a jamais semblé capable de meurtre. Miss Marple hocha doucement la tête. Elle ne verrait pas cela comme un meurtre, Sylvia. Elle y verrait plutôt une préservation. Elle adorait Lady Margaret. Elle était au service de cette famille, à sa manière discrète, protégeant les réputations, veillant à ce que le passé reste enfoui. Vous avez dit vous-même qu'elle assistait à un notaire pour les registres fonciers. Elle avait peut-être vu quelque chose dans la signature de ces registres, un nom qui confirmait tout. Et en le voyant, elle a compris que Dana n'était pas seulement un héritier. C'était la preuve. Sylvia frissonna légèrement. Alors, c'est fini, n'est-ce pas? La vérité éclate maintenant. Miss Marple S.E. Level Entertainment. Ça le sera. L'inspecteur parlera bientôt à Miss Parsons. I.L. Serjani. Elle avouera peut-être que non. Mais de toute façon, l'histoire ne restera pas cachée très longtemps. Sylvia leva les yeux vers elle. Pensez-vous que les gens lui pardonneront? Miss Marple marque une pause. Avec le temps. Ah ça, Mary Mead, nous sommes tous plutôt doués pour le pardon, surtout lorsque les intentions, aussi mal avisées soient-elles, n'étaient pas motivées par la malveillance. Cynthia voulait protéger une version du passé. Elle oublie simplement que l'avenir a ses droits. Alors qu'elle quittait le jardin de Shillingford et retournait dans l'allée, Miss Marple vit une silhouette familière s'approcher de l'inspecteur Craddock, son manteau boutonné pour se protéger du froid, l'expression indéchiffrable. « Nous venons d'avoir une confession, dit-il en lui emboîtant le pas. « Cynthia » demanda-t-elle. Il hocha la tête. Elle est arrivée tôt ce matin. Elle avait apporté les restes brûlés de la lettre originale. Elle avait dit avoir paniqué. Elle se souvenait de Dana, enfant, qui craignait qu'il ne provoque des souffrances. Et elle craignait ce que John pourrait faire s'il apprenait la vérité. Le savait-il? Demanda Miss Marple. Craddock secoua la tête. Pas tout à fait. Il se doutait, mais Cynthia le maintenait dans l'ignorance. Elle disait vouloir protéger tout le monde. L'héritage familial. Le village. Même des nains, d'une manière étrange. Miss Marple sourit doucement. Il y a quelque chose de tragique là-dedans, n'est-ce pas? Une femme de savoir, anéantie non par l'ignorance, mais par sa conviction qu'elle seule pouvait maîtriser le passé. Ils marchèrent ensemble en silence un moment. La place du village apparut, douce et humide sous les pieds, les bancs encore vides, l'air encore frais. Des voix d'enfants flottaient au loin depuis l'école. La vie, semblait-il, commençait à reprendre son rythme normal. Mais Miss Marple savait mieux que quiconque que la normalité dans un village était souvent un masque. Pourtant, le familier était réconfortant. Dans une théière, un gant bien raccommodé et le rythme des aiguilles à tricoter dans la lumière de fin d'après-midi. Il restait un dernier morceau, mais la tempête, enfin, s'était dissipée. Et quelque part, peut-être, Andrew Dana avait trouvé la paix. Non pas dans un titre de propriété, ni dans une propriété, mais dans la vérité de son nom. Le salon de Hillside Cottage était désormais silencieux. L'agitation de l'enquête, le murmure du scandale et le silence inquiétant qui suivait une mort subite s'étaient tous dissipés pour laisser place à une sorte de calme inquiétant. Les meubles avaient été dépoussiérés, les preuves effacées, et le jardin, laissé à l'abandon pendant des semaines, avait commencé à envahir les abords.
Mais l'âme de la maison restait absente, suspendue dans le silence laissé par l'homme venu ici en quête d'appartenance. Miss Marple se tenait sur le seuil, sa main gantée posée sur le chambranle de la porte du salon. Elle avait demandé à l'inspecteur Craddock de la laisser entrer une fois de plus, non pas pour s'immiscer, mais pour observer. Il y avait toujours des choses que négligeait une enquête hâtive, des choses qui ne se révélaient que dans le calme. Drôle, n'est-ce pas? Dit Craddock derrière elle, la voix basse, respectueuse. Comme tout cela semble calme maintenant. Comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé. Miss Marple entra. En apparence, oui. Mais les choses laissent des traces, inspecteur. Même quand les gens ne sont plus là. Surtout alors. Elle se dirigea vers le bureau et passa un doigt sur le bord. Une légère trace dans la poussière marquait l'endroit où un dossier avait récemment indiqué probablement le codicille et les documents juridiques récupérés par l'avocat. La photographie encadrée de Lady Margaret subsistait, son visage usé mais noble. Et sous la photographie, quelque chose de nouveau, une petite enveloppe manuscrite et adressée d'une écriture délicate et bouclée. À qui trouvera ceci? Craddock s'avança tandis que Miss Marple l'ouvrait doucement. À l'intérieur se trouvait une lettre. Si vous lisez ceci, je suis peut-être parti. Mais je ne laisse ces mots ni comme une accusation, ni comme une lamentation. Je ne suis pas venu ici pour provoquer un scandale ou réclamer un domaine. J'ai compris d'où je venais pour regarder en face une histoire qui était toujours hors de portée. Ma mère m'a donné la vie, puis le silence. Je ne la blâme pas, mais j'avais espéré, peut-être, trouver ici des réponses. Peut-être même le pardon. À Sylvia, qui m'a traité avec gentillesse, je suis reconnaissant. À Cynthia, si vous lisez ceci, je sais que vous avez essayé de protéger quelque chose qui vous était cher. J'aurais seulement aimé que vous me fassiez suffisamment confiance pour parler. Et je quitte le village sans amertume. Je n'ai jamais cherché un titre. Seulement la vérité. L'écriture vacillait légèrement vers la fin. Craddock expira lentement. Il savait. Avant la fin, il savait. Miss Marple plia soyeusement la lettre. Il savait que quelqu'un craignait le passé. Mais je crois qu'en fin de compte, il le leur pardonna. Ils quittent le cottage peu après, le verrouillant derrière eux. La succession, conformément à la décision judiciaire finale, serait détenue en fiducie. Dana n'avait pas d'enfant, et en l'absence de contestation judiciaire, elle serait transmise au prochain héritier éligible. Mais plus important encore, la vérité avait été établie. Le nom Willoughby, autrefois obscurci par une omission, avait été rétabli par reconnaissance. De retour au village, le bureau de poste bourdonnait de nouveau. Le salon de thé Bluebell résonnait à nouveau du tintement de la porcelaine et du froissement des journaux. Et pourtant, les conversations étaient plus réservées. Le scandale avait laissé des traces. Au presbytère, le révérend Calthorpe parla doucement, dans son sermon dominical, de compassion, du poids des secrets et de la force tranquille qu'il fallait pour rechercher le pardon plutôt que le châtiment. Mais c'est dans le salon de Mademoiselle Marple, le lendemain, que les derniers fils sont noués. Elle avait invité Sylvia Shillingford à prendre le thé. Sylvia arriva, l'air épuisé mais sereine, une femme qui avait affronté l'effondrement de ses illusions et en était ressortie transformée. Non pas brisée, mais plus âgée, d'une manière qui dépassait les années. « Je voulais vous remercier, dit-elle simplement en acceptant sa tasse de thé, pour votre gentillesse et votre patience. » Mademoiselle Marple sourit et lui offrit une assiette de biscuits au gingembre. Parfois, ma chère, la gentillesse et la patience sont les seules choses qui séparent la vérité de la tragédie. Sylvia resta silencieuse un instant. J'ai encore du mal à croire que c'était Cynthia. Elle semblait toujours si inoffensive. Elle croyait faire le bon choix, répondit Mademoiselle Marple. C'est la croyance la plus dangereuse. Elle aveugle même les meilleurs d'entre nous. Elle n'était pas malveillante, simplement déterminée. Elle pensait que protéger l'héritage Willoughby signifiait enterrer la vérité. Sylvia hocha la tête en sirotant son thé. Et maintenant,
Elle a démissionné de la bibliothèque, dit doucement Miss Marple. Partie vivre chez un cousin dans le Devon. Aucune charge ne sera retenue. Craddock comprend que le préjudice, bien que grave, n'était pas motivé par la haine. Et Dana Andrew n'a porté aucune accusation formelle. Au contraire, en fait. Sylvia fouilla dans son sac à main et en sortit un petit paquet, emballé dans du papier craft. Elle le posa sur la table. J'ai trouvé ceci parmi les affaires de John. Il ne savait pas ce que c'était. Il pensait que c'était un registre de la succession et avait l'intention de le brûler avant que les enquêteurs ne fouillent. Mais je l'en ai empêché. Je pense qu'il appartenait à Andrew. Miss Marple déballa le paquet avec précaution. À l'intérieur se trouvait un petit carnet relié en cuir. Ces pages étaient remplies d'une écriture méticuleuse, de croquis du domaine de Willoughby, de notes sur l'histoire familiale, de courts passages sur son jardin. Et sur la dernière page, d'un croquis au crayon. Il représentait le jardin de Saint-Mary-Mead. Le clocher de l'église se dressait à l'arrière-plan. Un garçon à vélo, une femme nourrissant des oiseaux, un sac à tricot posé au bord d'un banc. Miss Marple le contempla longuement. Il aimait ce village, dit-elle doucement. Sylvia cligna des yeux pour retenir ses larmes. Il avait sa place ici plus que quiconque. Ils restèrent assis en silence un moment, laissant la pluie claquer doucement contre la vitre. Lorsque Sylvia partit, son expression s'était adoucie. Il n'y avait pas de solution au chagrin. Miss Marple le savait. Seulement la lente transformation des jours autour de lui. Plus tard, à la tombée de la nuit et lorsque les lampes furent allumées, l'inspecteur Craddock revint pour une dernière visite. Il trouva Miss Marple à sa table, triant ses lettres avec la diligence tranquille de quelqu'un qui trouve la paix dans l'ordre. « Tu avais raison surtout, » dit-il en s'installant dans le fauteuil familier en face d'elle. Miss Marple leva les yeux, amusée. « Pas du tout. Mais ça suffit, je crois. » Il rit doucement. « On laisse toujours la vérité venir à soi. On ne la court jamais après. C'est exaspérant, parfois. Il ne s'agit pas de courir après, dit-elle avec un sourire. Il s'agit d'écouter. Les gens vous disent toujours qui ils sont, si on reste silencieux assez longtemps. » Il hocha la tête pensivement. « Et maintenant, Miss Marple met une dernière lettre dans son enveloppe. Maintenant, le village va guérir. Comme le font les villages. Ils parleront bientôt d'autre chose. Les chats perdus, les concours de confiture, la météo. Et Andrew Dana, il fera partie de l'histoire du village. Discrètement rappelé. Et peut-être, certains jours, son histoire sera racontée différemment à chaque fois. C'est comme ça que fonctionne la mémoire. » Elle se leva et alla à la fenêtre. Dehors, les étoiles commençaient à apparaître, faibles et scintillantes, au-dessus de la rangée sombre des arbres. « Mais je me souviendrai de lui tel qu'il était, » dit-elle. « Un homme venu chercher la vérité, et qui la lui a donnée, sans rien demander en retour. » Craddock se leva également. « Vous avez rendu un grand service à ce village. » Encore une fois, Miss Marple secoua la tête. « Je n'ai fait que ce que chacun doit faire. Observer attentivement, écouter attentivement, et ne jamais présumer que le passé est entièrement révolu. » Il lui offrit un sourire reconnaissant et la laissa à ses pensées. Alors que la porte se refermait derrière lui, Miss Marple retourna à sa chaise. Le feu crépitait doucement, l'horloge critiquait, et sur ses genoux, son tricot reprenait son rythme régulier, boucle après boucle. Dehors, le village dormait. Mais à l'intérieur, un esprit plus vif que jamais reposait, point nouvelle une satisfaction tranquille. Out arriva, avec des vents doux et un ciel qui semblait enfin se souvenir d'être bleu. À Saint-Mary-Mead, les roses trémières fleurissent avec défi le long des murs de pierre du jardin, et le parfum du chèvrefeuille persistait dans l'air longtemps après le coucher du soleil. Le village, bien que transformé, reprit son doux rythme. Le tintement de la porcelaine dans les salons de thé, le tintement des sonnettes de vélo, l'appel des commerçants saluant des visages familiers, la vie avançait avec l'insistance tranquille et obstinée d'un été anglais. Pourtant, sous le calme, les échos des événements récents résonnaient encore.
Le nom d'Andrew Denain n'était plus prononcé avec suspicion, mais avec une sorte de mélancolie respectueuse. Les habitants, qui autrefois murmuraient des théories dans leurs mains, parlaient désormais de lui avec plus de douceur. Certains regrettaient qu'il n'ait pas eu plus de temps, d'autres qu'il ait semblé un homme au regard bienveillant. Et tous s'accordent à dire que, quels que soient les secrets qu'il avait découverts, il n'avait pas été poursuivi égoïstement. Au presbytère, le révérend Calthorpe dédia un sermon dominical à ceux qui cherchent sans savoir ce qu'ils trouveront et qui offrent la paix au lieu d'accusation. Aucun n'en était mentionné, mais personne n'en avait besoin. L'assemblée était assise dans un silence solennel, le sens compris de tous. Sylvia Shillingford avait pris l'habitude de marcher chaque matin avant que le village ne s'éveille. Ses pas étaient plus lents ces jours-ci, sa posture moins rigide. Elle n'avait pas quitté John, du moins pas officiellement, mais sa présence aux réceptions sociales s'était raréfiée. Elle refusa d'assister à l'exposition florale d'Où, bien qu'elle fût membre du comité de longue date. Miss Marple, qui la croisait de temps à autre lors de ses promenades matinales, lui offrait toujours un sourire et un mot chaleureux. Nul besoin de discuter. Le lien tacite d'une expérience partagée suffisait. Cynthia Parsons restait dans le Devon. On disait qu'elle séjournait chez sa cousine près d'Exeter, faisant de longues promenades en bord de mer et restant seule. La bibliothèque avait nommé une gardienne temporaire en son absence, une jeune femme de Marquette Basing qui cataloguait les livres d'instinct et surveillait les rayons d'histoire locale avec une légère perplexité. Elle ignorait encore l'existence des archives de Willoughby ni les anecdotes cachées dans les marches. Et Miss Marple retourna dans son jardin. Les rosiers souffraient de taches noires, un problème qu'elle abordait avec la même attention méthodique qu'au roman policier. Chaque feuille était examinée, taillée si nécessaire, et la terre traitée avec soin. Ses mains étaient rarement immobiles. Elle tenait des aiguilles ou des truelles, des tasses à thé ou des lettres, mais toujours avec détermination. Et lorsqu'elle traversait le village, la démarche assurée et le regard toujours attentif, les gens s'arrêtaient pour la saluer avec une déférence qui frisait la révérence. Un après-midi, elle reçoit une visite. Bernard Aversham, l'avocat qui était arrivé un jour à Saint-Marie-Mead avec une dignité tranquille et une foule de questions, revient portant une boîte fine et polie sous le bras. Il ôta son chapeau en entrant dans le salon. « Mademoiselle Marple, dit-il avec un hochement de tête respectueux. « Puis-je m'asseoir ?»« Bien sûr, monsieur Aversham. » Je finissais mon thé. « Voulez-vous une tasse ?»« Je n'oserais pas refuser, » répondit-il avec un léger sourire. Ils s'assirent l'un en face de l'autre dans la pièce familière, l'horloge marquant le temps à son rythme habituel. Après une gorgée de thé et une bouchée des biscuits au raisin de Florence, le notaire ouvrit la boîte et la glissa délicatement sur la table. « J'ai pensé que vous devriez avoir ceci, » dit-il. Mademoiselle Marple ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvait une simple broche en argent. Un lion passager surmontant une croix point lière le blason de Willoughby, délicatement ouvragé dans le motif. Il a été trouvé dans le tiroir de M. Denain, expliqua Aversham. Il a dû l'acquérir en privé. Elle n'a aucune valeur, pas au sens monétaire du terme. Mais elle semblait bien, significative. Miss Marple examina la broche en instant. Il avait dû la garder comme souvenir. Un petit trésor à conserver, même si le monde ne lui donnait que très peu. En effet, Haversham hésita. On parle de créer un petit fonds en son nom. Une bourse de jardinage, peut-être. Il semblait se soucier de la terre. Miss Marple sourit. Ce serait tout à fait approprié. Après son départ, elle posa la broche sur son bureau, à côté du petit carnet en cuir et de la photo encadrée qu'elle avait autrefois conservée. Elle resta un moment à les contempler, symbole non pas de richesse ou de scandale, mais d'une vie tranquillement revendiquée. Ce soir-là, elle écrivit une lettre. Elle était adressée à un jeune homme de Genève, le fils d'un ami qui l'avait autrefois aidé à traduire un testament difficile. Dans sa lettre, elle joignait une copie de l'acte de naissance d'Andrew Denain, ainsi qu'un bref mot. « Nous venons tous de quelque part, écrivait-elle,
mais c'est ce que nous faisons de la vérité qui nous définit. Préservons cela, non pas pour l'héritage, mais pour la compréhension. En signant, elle marque une pause. Il n'y avait aucune gloire à résoudre un meurtre. Kate Lockhart. Et dans cette clarté, la responsabilité de se souvenir non pas du crime, mais des vies qui y étaient liées. Ce week-end-là, le comité de la fête se réunit à nouveau. D'un commun accord, ils décidèrent de ne pas annuler la réunion de l'année prochaine. La vie doit continuer, disait Madame Brierly, même lorsqu'elle nous surprend. La verdure commençait déjà à se remettre du piétinement de cette journée funeste. Une nouvelle herbe repoussait là où les pieds s'étaient arrêtés et avaient regardé avec horreur, et les haies fleurissaient, têtues et indifférentes. Miss Marple les traversa un matin, de bonne heure, alors que la rosée s'accrochait encore au brin. Elle s'arrêta à l'endroit où se trouvait le hangar à rempotage, désormais vidé et verrouillé. Quelqu'un avait installé une petite jardinière juste devant la porte des pensées violettes, gaies et déplacées. Une carte en dessous indiquait à la mémoire de A.D. Personne ne savait qui l'avait déposée là. Elle ne déplaça pas la carte. Au lieu de cela, elle s'assit sur un banc à proximité et s'accorda un moment de silence. Le village continuerait, comme toujours. Il survivrait au secret, résisterait aux méfaits et enterrait la douleur sous la tradition et la routine. Mais certaines vérités avaient désormais pris racine. Et, à leur manière silencieuse, elles grandissaient. Alors qu'elles se levaient et se retournaient pour partir, le vent se leva, faisant bruisser les arbres d'un murmure soupirant. Miss Marple inclina légèrement la tête, écoutant non pas le vent, mais le silence qui le suivait. Il n'y avait plus rien à dire. Et c'était peut-être la plus grande paix qu'on puisse souhaiter.